Maintenant que l'on a vu ensemble comment sont composés les tests unitaires, on va voir comment tester son code. Et premièrement, on va discuter des deux dimensions de code. Donc du coup, un code a deux dimensions. Sa première dimension, c'est sa complexité, c'est-à-dire sa complexité algorithmique, sa logique métier, ses boucles et ses conditions, ses calculs, etc. Tout ça vont contribuer à augmenter la complexité d'un morceau de code. Donc un code qui va être très algorithmique, qui va faire des calculs, qui va chercher par exemple à calculer un prix, avoir des règles métiers qui sont complexes, qui va manipuler des données qui sont très très bas niveau, comme directement des entiers, voire carrément des bytes, va être considéré comme étant du code complexe, du code qui est deep. Et en opposition, on a un code qui a beaucoup de collaborateurs, donc qui fait de l'appel de services tiers, qui accède à la base de données ou qui orchestre différentes classes. C'est le cas notamment des services, des contrôleurs, qui vont aller orchestrer, récupérer une donnée à droite, aller la modifier, l'envoyer à gauche, etc. Faire des appels qui sont très très haut niveau. Et donc du coup, c'est ce que l'on appelle du white code. Donc du coup, notre code peut avoir deux dimensions, sa complexité et son nombre de collaborateurs. Et un code qui est très complexe va être considéré comme étant deep, va être en profondeur, va se rapprocher assez facilement du fonctionnement de l'ordinateur, tandis que un code qui est wide, qui est assez large, va être un petit peu plus orienté métier, ou un peu plus orienté différents appels, va être très haut niveau en général, et va avoir beaucoup du coup de communication avec d'autres classes. Donc on vient de voir qu'il y avait 2 dimensions de code, ce qui signifie qu'il y a 4 types de code sur ces 2 dimensions-là. Donc, on a ici 2 axes, en bas le nombre de collaborateurs et à gauche la complexité du code. En bas à gauche, on a un code qui n'est pas très complexe et qui a très très peu de collaborateurs. C'est ce qu'on appelle du code déclaratif, des DTOs ou du code trivial, du code de description. En haut à gauche, on a du code qui est très complexe, mais qui n'a pas beaucoup de collaborateurs. Et en général, c'est le cas de nos algorithmes, de nos domaines modèles, de notre logique métier. En bas à droite, on a un code avec beaucoup de collaborateurs, mais une très faible complexité. Donc du coup, c'est le cas de nos contrôleurs, de notre code de glue, donc du coup notre code d'orchestration. Et c'est ce qu'on appelle ici le white code, en opposition ici au deep code, qui est un code qui est très complexe, mais qui a peu de collaborateurs. Et enfin, en haut à droite, on a le code spaghetti. Donc c'est du code qui est très complexe et qui a beaucoup de collaborateurs. Et ça, en général, c'est un problème parce que c'est très, très difficile à tester de façon unitaire. Donc, comment tester ces différents types de code? Pour ce qui est du code, ici très complexe, les algorithmes, le domaine modèle, etc., les tests unitaires feront très bien l'affaire. En général, il n'y a pas d'intégration là-dedans, vu que c'est vraiment de la logique métier pure. Donc, du coup, les tests unitaires suffisent. En bas à gauche, donc du coup, le code qui n'a pas beaucoup de collaborateurs et qui n'a pas beaucoup de complexité non plus, ça n'a pas trop d'intérêt de le tester en général. En bas à droite, on a les contrôleurs et le code de glue. C'est un petit peu particulier. Ceux-là, on peut les tester à la fois en intégration et en test unitaire. Donc si par exemple vous faites de la clean architecture, vous aurez des use cases qui en général ont un petit peu de logique métier, mais qui restent beaucoup de code de glue. Et en général, ces classes-là, on va les tester en unitaire, donc du coup pour vérifier le comportement, le fonctionnement de la classe, le fonctionnement du use case en l'occurrence, mais aussi en test d'intégration pour s'assurer que derrière, ça fonctionne bien avec une vraie base de données, avec le vrai système en place. Et enfin, en haut à droite, donc du coup, le code spaghetti, lui, il faut le refactoriser. Donc le principe, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le Humble Object Pattern. On va séparer la logique métier de la logique d'orchestration, donc du coup la logique d'intégration, et on va les tester séparément. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour vous montrer comment tester son code, j'ai prévu un petit programme ici qui s'appelle le nombre magique. Le concept est simple, c'est que on lance le programme, un nombre magique est sélectionné au hasard par l'ordinateur, et notre but à nous, c'est de le découvrir. Donc du coup, on va avoir un prompt ici, on va pouvoir taper des nombres à la console directement, et selon le nombre que l'on a entré, il va y avoir une comparaison. Si le nombre est trop grand, on va nous dire que le nombre est trop grand. S'il est trop petit, on va nous dire qu'il est trop petit. Et si on a gagné, si on a trouvé le bon nombre, ben, on nous dit qu'on a gagné. Donc c'est vraiment le programme le plus simple pour démontrer comment est-ce que l'on peut tester son code. Le problème de ce programme-là, c'est qu'il est, pour ainsi dire, intestable. Pourquoi? Parce que déjà, on fait des console log, donc du coup, on va directement écrire vers la sortie standard. Donc ça, on ne peut pas le tester sans derrière essayer de modifier, console.log, d'essayer d'intercepter les messages. Ensuite, on a une génération de nombres aléatoires et l'aléatoire, c'est très difficile à tester, ce n'est pas simple. Il n'y a pas de façon assez convaincante de tester l'aléatoire, en tout cas dans ce programme-là. Donc du coup, à chaque fois que l'on va avoir un test et ben, on va avoir un nouveau nombre si on teste le code là tel quel. Ça, c'est compliqué. Et pareillement ici, prompt, donc du coup récupérer une information depuis l'entrée standard.
c'est une opération qui est difficile à tester. Donc du coup, on a 3 dépendances ici qui ne sont pas déclarées dans le sens où lorsqu'on appelle la fonction, on ne sait pas que la fonction a ces 3 dépendances-là et on a une difficulté à tester ce code à cause de ces 3 dépendances-là. Donc du coup, ce code-là, je n'ai pas écrit de test pour celui-ci. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le même programme, sauf que cette fois-ci, j'ai abstrait ces 3 dépendances-là. Donc du coup, j'ai créé une interface dépendance, eDependencies, dans lequel on va avoir premièrement un moyen d'écrire un message quelque part, deuxièmement un moyen de demander un nombre aléatoire et troisièmement un moyen de demander à l'utilisateur de taper un nombre. Ce qui fait que lorsque l'on va lancer le vrai programme en production, print fera un appel à console log. Donc du coup, c'est le même programme qu'avant dans le sens où on va faire des console log lorsqu'on va appeler print. Hop là. Random number va générer un nombre aléatoire et ask user number va utiliser la classe prompt pour récupérer une information de l'utilisateur et ensuite le transformer en nombre. Donc du coup ici, quand on regarde notre classe, on a nos dépendances, on a une fonction print pardon pour afficher quelque chose à la console. On a une fonction random number que l'on utilise ici pour générer un nouveau nombre. Et ici dans notre boucle, à chaque fois, on demande un nouveau nombre à l'utilisateur. C'est une fonction qui nous retourne un nombre et de cette façon-là, on a pu écrire les tests. C'est exactement le même programme. De cette façon-là, on a pu écrire les tests grâce à une simple classe qui implémente eDependencies. Donc du coup, ici, on va tester que l'utilisateur gagne si le nombre qu'il tape est correct. La classe dependencies est très simple. J'ai un tableau de print qui va sauvegarder tous les messages qui ont été envoyés à la console. J'ai un random number qui va toujours retourner le même nombre, donc du coup, c'est facilement testable. Et j'ai un ask user number qui va toujours retourner le même nombre. Ce qui fait que la seule chose que j'ai à faire ici, c'est créer mes dépendances, appeler ma fonction, le programme va se dérouler tout seul en tâche de fond. Et au final, je pourrais avoir le résultat ici, vérifier que la première fois, j'ai bien le welcome to the magic number, c'est le premier console.log qui est appelé ici. Et ensuite que lorsqu'on demande le nombre, on a bien le bon message, vous avez gagné. Ainsi de suite, exactement la même chose ici pour lorsque le nombre est plus petit, sauf que cette fois-ci, on a une classe un petit peu plus complexe. On a toujours le print qui est le même, le random number qui est le même, sauf que lorsqu'on demande à l'utilisateur un nombre, la première fois, on va retourner 49, la deuxième fois, on va retourner 50. C'est un petit algorithme ici, c'est vraiment minuscule, qui fait que à chaque fois que l'on va demander, on va retourner un nouveau nombre, le nombre qui vient après. Donc la première fois, lorsque l'on passe 49, on a trop petit. La deuxième fois, lorsque l'on passe 50, on a vous avez gagné. Et pareil ici, cette fois, c'est 51 et 50. Quand on passe 51, c'est trop grand. Et quand on passe 50, vous avez gagné. Donc ça, c'est pas mal. On a fait une interface vraiment dédiée à notre magic number, mais ce qui serait plus logique ici pour réutiliser justement de la logique, ce serait d'avoir 3 classes différentes parce qu'en fait, ce sont 3 fonctionnalités différentes, 3 besoins différents. Ça, c'est la fonctionnalité d'affichage, ça, c'est une fonctionnalité de génération de nombres aléatoires et ça, c'est une fonctionnalité de demande d'input. Et là, on aimerait bien réutiliser un petit peu cette logique-là là, d'attempt, de pouvoir, dans les 2 tests qui viennent ici, pouvoir configurer les 2 nombres que l'on va entrer et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc du coup, dans notre magic number, on définit 3 interfaces: ePrinter pour afficher un message, eRandomNumberGenerator pour générer un nombre, pardon, et ePrompt pour demander à l'utilisateur un nouveau nombre. Donc c'est ce qu'on a fait ici. C'est exactement le même code que l'on avait ici, sauf que là, plutôt que de passer un seul objet avec tout à l'intérieur, on définit 3 classes. Le ePrinter, donc du coup qui est un console.log, le eRandomNumberGenerator qui va faire ici une génération de nombres aléatoires, et le ePrompt qui va demander à l'utilisateur un nouveau nombre. Et dans notre test, ça va être exactement la même chose, sauf qu'ici, on va pouvoir avoir des classes de test qui seront réutilisables. Le InMemoryPrinter, lui, va juste sauvegarder les messages qui sont passés, donc du coup, je peux le réutiliser dans chaque test. Le FixedNumberGenerator va juste toujours générer le même nombre. Pareil, je peux le réutiliser dans tous les tests. Et là, j'ai 2 classes pour le ePrompt. J'ai le SingleAttemptPrompt qui va toujours retourner un seul nombre et j'ai le MultipleAttemptNumberPrompt qui, lui, va me retourner les nombres consécutifs. Ça, on va passer un tableau de nombres et il va retourner les nombres les uns après les autres. Et donc, du coup, on peut voir que nos tests ici ont grandement gagné en visibilité et sont devenus beaucoup plus petits. On réutilise nos classes de test ici, voilà. In-memory printer, fixed number generator avec le même nombre, single attempt prompt, donc ça envoie un seul nombre, c'est le 50. Le reste du test est exactement le même. Pareil ici, donc du coup ici on a un prompt avec 2 essais, et là en dessous pareil, on a un prompt avec 2 essais.
On teste lorsque le nombre est trop petit et ici lorsque le nombre est trop grand. Et là, on a un code qui à la base ressemblait à ça, qui était intestable parce qu'il avait des dépendances volatiles qui n'étaient pas déclarées. Et on est passé à ce code-là dans lequel on a bien déclaré les dépendances volatiles. Notre magic number déclare quelles vont être les différentes interfaces dont il va avoir besoin. Et on va les implémenter et les passer à la fois ici en production avec les vraies classes et en test avec des classes qui vont nous permettre de rendre ce code testable. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Là, en fait, la seule façon que l'on a de savoir si le programme fonctionne, c'est avec les prints. C'est pas idéal. Donc ce qui convient de faire ici, c'est de réaliser que l'on est en train de faire un jeu et que ce jeu-là, en fait, notre magic number, il a 2 états. C'est un state machine. Lorsque l'on commence, on est en état de jeu. Lorsque l'on va avoir des vérifications, ben, on sera toujours en état de jeu. Et lorsque l'on aura terminé le jeu, on sera en état de fini. Ce qui fait que cette boucle-là, pareil, on pourra l'abstraire. Cette boucle-là, en fait, elle est testable, mais le problème, c'est que du coup, le magic number en soi, bah, il n'est testable que dans un milieu, pardon, dans un contexte séquentiel. Si on veut utiliser le même jeu, le même algorithme, par exemple, sur un contexte événementiel, comme par exemple dans le DOM, dans la UI, donc dans le navigateur, ce serait compliqué de l'utiliser avec une boucle. Ce serait pas le même modèle de programmation, en fait. Donc du coup, on peut aller sur un autre refactor et ici partir du principe que voilà, on a une classe qui va s'appeler engine qui sera le moteur de notre jeu. Par défaut, lorsque l'on lance le jeu, on est en started, on vient de commencer le jeu. Et on a une fonction check qui nous permet de savoir si le nombre que l'on va passer est bon ou pas. Donc si on passe un nombre trop grand, on va avoir result too big. Si on passe un nombre tout petit, on va avoir un result too small. Et si on a le bon nombre, on va avoir un result win. Et on va changer l'état de la machine qui sera en state finished. Et si on veut jouer alors que le jeu est terminé, on aura une erreur. Et on a ici une fonction isFinish qui nous permet de savoir si le jeu est terminé. Ce qui fait que là, heu, pour savoir si le jeu est terminé, on utilisait une condition. Là, maintenant, on va vraiment pouvoir être entièrement dépendant de cette engine-là pour guider le fonctionnement du jeu. Donc on pourra avoir la même condition, la même vérification, peu importe le contexte, qu'il soit, séquentiel ou événementiel. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on a la même chose. On a la première, le même programme qu'on avait au début ici et ça qui est intéressant, c'est que du coup, en faisant ce découplage-là, on a pu remettre toute cette logique de toutes ces dépendances volatiles à l'intérieur de notre fonction magic number, parce qu'on n'a pas besoin de tester cette fonction-là pour vérifier que notre jeu fonctionne. En fait, toute la logique de notre jeu, elle est contenue dans l'engine et là, on a un code en fait qui a aucun collaborateur. Cette classe ne dépend de rien d'autre que du nombre qui est passé en paramètre mais qui est en complexité. Bon, en l'occurrence, c'est un jeu qui est pas très complexe, hein, en soi, le Magic Number, mais techniquement parlant, il est plus deep que wide. Il est plus complexe qu'il n'a de nombre de collaborateurs. On peut le voir ici, hein. Il y a une, 2, 3, 4. Il y a 4 conditions différentes, donc il y a 4 chemins possibles, à peu près. Donc du coup, le test ici va être extrêmement simple. On va créer un nouvel engine, on va vérifier que lorsque je passe le bon nombre, ici, j'ai bien un win. Et que du coup, à la fin, le state est bien passé en finished. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'on a un test par point de sortie. Ici, on a le test de résultat, donc on va tester le direct output. Et là, on a un test d'état, on a le indirect output. Donc pour le même scénario, donc du coup, lorsque l'on va passer le nombre 50, ici, c'est exactement le même scénario. On va avoir deux tests différents avec une assertion chacune. La première va vérifier que l'on a un bon résultat de sortie, le deuxième va vérifier que l'état de l'engine a bien été modifié. Et ensuite, c'est pareil pour les autres tests. Lorsque le nombre est too big, donc du coup, ici, on a le test avec le résultat, on vérifie que c'est too big et on vérifie que isFinished est false. Et pareil lorsque le nombre est too small. Et là, playing when the game is finished. Donc du coup, lorsqu'on essaie de jouer, lorsqu'on essaie ici on fait un check ici, donc du coup, on n'a pas besoin de ce morceau de code-là. Lorsque l'on vérifie le nombre, donc du coup, qu'on passe en finished, si je rejoue, je vais avoir une erreur. C'est ce qui me permet ici d'avoir un code coverage à 100%. Et le code ici, ben, quand on regarde bien, toute la logique métier est bien encapsulée. Ça, c'est la logique d'intégration. Ça, c'est la logique d'intégration. Ici, pareil, on génère un nombre aléatoire. Ici, c'est la logique de gestion. C'est il y a pas tellement déjà ça, c'est intestable unitairement et ça, bon, bah, il y a pas grand-chose à tester. Là, on crée l'engine, pareil, il y a pas grand-chose à tester. Ici, on va dépendre de l'engine pour savoir si le jeu continue ou pas. Donc du coup, pas besoin de tester ça non plus. Et là, pareil, on demande un nombre directement depuis le prompt, pas vraiment testable.
On transforme son nombre en 8. On va dire peut-être que cette partie-là aurait intérêt à être testée pour s'assurer qu'ici on note bien toujours un int. Mais le reste, le switch sur le check, la logique du check est testée dans le engine. Le reste, c'est tellement trivial, vu qu'on fait un console log à chaque résultat, que ça n'a pas tellement d'intérêt à être testé. Donc au final, tester cette fonction-là, maintenant qu'on a un engine qui lui est testé, bah, ça n'a pas énormément d'intérêt. Là, on a du code, là, on a du code ici qui aide la collaboration, hein, en est dépendant d'un prompt, console log, même si, c'est pas des librairies externes, ce sont des dépendances, hein, et il n'y a pas tellement besoin de tester ce code-là comme on l'avait fait lorsqu'on était, dans le programme qui était ici. Donc une autre façon de rendre son code testable, c'est de tout simplement extraire la partie la plus complexe, la partie qui contient le plus de logique métier dans une classe ou une fonction externe et de faire en sorte qu'ici, on a du code un peu de glue, hein, c'est du code de collaboration ici, qui appelle ce code-là, qui est déjà testé. Et ensuite, si vraiment il y a besoin, ici, on peut toujours trouver le moyen de tester ça en intégration. Mais il n'y a pas grand-chose à extraire de cette fonction-là par défaut. Et donc, du coup, voilà un premier exemple de comment tester son code. Donc, on a vu ensemble comment tester un jeu comme le Magic Number. On va voir maintenant comment tester un programme qui ressemble certainement plus au genre de programme que vous écrivez au quotidien. Donc là, on a une application serveur, en Node.js toujours, qui utilise Fastify, dans lequel on va exposer une route pour créer un compte. Donc du coup, le code ici est assez simple. On va valider un schéma, on va récupérer la base de données. Donc du coup, ici, on va sauvegarder la base de données dans un fichier. Ce sera une base de données sous forme de fichier. C'est quelque chose qu'on va coder à la main. Et on va vérifier donc du coup si le compte existe. S'il existe, on envoie une erreur. S'il n'existe pas, on crée le compte, on l'insère dans la base de données et on renvoie une réponse. Donc un flow en soi assez classique, assez traditionnel, mais qui va nous permettre de voir pas mal de choses. Donc, ici on a la classe File System Database qui nous permet de faire toute cette manipulation-là. Donc du coup, qui va récupérer, lorsqu'il va être construit, il va récupérer le fichier qu'on va appeler database.json, qui va lire son contenu, le sauvegarder ici en local et on va faire nos vérifications dessus. Et lorsqu'on va insérer ici un nouveau compte, on va écrire dans ce fichier-là. Et le exist ici, il va travailler uniquement en mémoire. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur le code qu'il y a autour. Le code qui nous intéresse ici, c'est celui-là. Toute la logique métier de notre application actuellement, elle est là. Tout le reste, ça, c'est du code de présentation. Ça, c'est du code de préparation et enfin, du code de présentation, c'est du code déclaratif plutôt et ça, c'est du code purement technique. Ça se teste ça aussi également, hein, en temps d'intégration, hein, mais c'est du code purement technique. Là, notre code logique métier, ce qu'on veut vraiment tester, se situe ici. Et là, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que déjà, ce code-là, il est à l'intérieur de Fastify. Donc, du coup, pour tester ce code-là, il va falloir faire des appels API. On n'a aucun moyen de tester cette logique métier-là sans passer par Fastify, sans passer par l'API actuellement. Le deuxième problème, c'est que cette fonction-là, elle ne déclare pas pardon, ses dépendances. On prend en paramètre une request pardon, et euh, on ne retourne rien en fait. On va directement utiliser reply pour retourner quelque chose. Donc, on utilise l'API de Fastify pour mettre en place notre logique métier, mais en plus, les dépendances qui sont intérieures ne sont pas déclarées. Ici, en l'occurrence, le file system est une dépendance. V4, ici, donc du coup, la création d'ID est une dépendance. Et a priori, c'est les seules dépendances vraiment concrètes que l'on a ici. Donc, du coup, la première chose que l'on va chercher à faire, c'est extraire cette logique métier-là. Donc, du coup, le code transformé ressemble à ça. On a une fonction create account qui va avoir un contrat différent déjà de ce qu'on avait avant. Ici, on a une fonction qui a la logique métier et qui est directement mêlée à Fastify. Donc du coup, ici, on va avoir un objet request, donc on va utiliser le request.body et pour retourner une réponse, on va directement taper dans reply. Donc du coup, notre use case ici, notre fonction, va devoir utiliser l'objet reply, donc du coup qui est lié à Fastify pour opérer. Nous, on aimerait déjà commencer par se rendre indépendant de ça. Donc du coup, ce que l'on fait ici, c'est que l'on a une fonction qui s'appelle create account qui prend en paramètre un body, pas une request, on ne veut pas avoir des notions de Fastify dans notre logique métier ici. Elle prend juste en paramètre un body, elle retourne une réponse. Donc du coup, la réponse, elle contiendra le type de réponse, si c'est une erreur ou un success. Si c'est une erreur, on aura le nom de l'erreur et un message. Si c'est un success, pardon, on aura le account directement. Donc du coup, ça, c'est redondant. Voilà. Donc du coup, ici, on est dans un contrat qui nous est propre. On n'a pas de notion de Fastify. On retourne un objet qui nous indique vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est déjà beaucoup plus testable. Et donc du coup, ici, le code Fastify, ici, c'est vraiment du humble object, vraiment la logique de manipulation. On va retourner ici
un résultat de notre create account, on va lui passer le body et on va récupérer le résultat. Si on a un type erreur, on va appeler reply pour passer l'erreur et renvoyer une erreur. Sinon, on envoie le succès, donc du coup le code 200 et le compte en guise de message de sortie de l'API. Et donc du coup, ce code-là n'a pas tellement besoin d'être testé. On pourrait, mais c'est assez mineur. Toute la logique la plus importante à tester se trouve dans cette fonction-là. C'est déjà beaucoup mieux, sauf qu'une fois de plus, elle ne déclare pas ses dépendances. Ici, il y a 2 grosses dépendances qui nous intéressent. C'est le file system database et le v ici. Et on va commencer déjà pour avoir une fonction qui soit injectable par la transformer en classe. En fait, il y aurait 2 façons de faire. Il y aurait soit de créer une fonction, ce serait plus un paradigme de programmation fonctionnelle dans lequel, ici, on aurait une fonction qui retourne une fonction et la première fonction, c'est un petit peu compliqué si on n'est vraiment pas habitué. La première fonction ici prend en paramètre les dépendances, donc du coup elle prendrait le file system ici, file system, donc file system database et le v4. Et du coup, bah on fait ça pour remplacer, mais finalement database, étant donné que c'est un alias, ici on pourrait directement mettre database ici, donc on n'a plus besoin de cette ligne-là. Et on va passer ici dans le create account, dans la première fonction, new file system database. Donc du coup, on va avoir une fonction qui retourne une fonction. La première fonction va prendre en paramètre la base de données et les dépendances en fait, d'une manière générale. Et la deuxième fonction, bah, ça va être la véritable fonction qui, elle, va tirer parti de cette base de données. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce serait une façon d'injecter des dépendances ici à notre create account. Nous, ce qu'on va faire, et qui est plus proche de ce que je fais personnellement, c'est transformer cette fonction en classe avec ce qu'on appelle le pattern commande, comme on va le voir ici. Donc ici, on a une commande qui s'appelle create account command, qui a une fonction execute, qui a exactement le même body que l'on avait ici dans notre fonction create account. La seule différence, c'est que l'on va passer ici, en paramètre de la fonction, de la classe, pardon, ses dépendances, en l'occurrence la base de données. Comment c'est utilisé? Ben, tout simplement ici, on va créer la commande. Donc du coup, const command est égal à new create account command et on va lui passer notre dépendance, notre base de données. Et on va exécuter notre requête, ici, comme ça. Et de cette façon-là, on va pouvoir tester cette classe-là en isolation de Fastify, de toute sa logique qui est là. Le seul problème que l'on va avoir, c'est que lorsqu'on va vouloir tester cette classe ici, bah, premièrement, pour le v-for, on pourra pas, hein, parce qu'on a juste on a juste extrait le code et mis dans une classe. Donc du coup, on a toujours v-for ici, qui est un générateur d'ID «aléatoire» entre guillemets. Donc du coup, ici, on va avoir de l'aléatoire et deuxièmement, heu, on ne voudra pas vraiment utiliser le file system database pour notre test, tout simplement parce que le système de fichiers, c'est une ressource partagée. Si on lance 2 codes, 2 tests qui exercent exactement le même fichier, bah, il va y avoir des conflits. Donc ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir une base de données en mémoire, donc du coup, juste manipuler des objets directement. Et le problème, c'est que pour faire ça, dans le code actuel, bah, il faudrait, sous-classer le file system database que l'on a ici et réécrire ces 2 méthodes-là pour qu'elles utilisent uniquement une variable en mémoire. Le problème, c'est que le constructeur ici nous empêche de le faire parce que le constructeur a directement de la logique pour créer un fichier et pour lire depuis un fichier. Donc c'est vraiment pas idéal. Comment est-ce que l'on fait pour résoudre ce problème-là? Une fois de plus, hein, c'est testable ça, hein. C'est juste qu'il faut, voir il faut un petit peu s'y mettre quoi. Il faut réécrire cette classe-là, voir, faire en sorte que ce soit dans une autre méthode et qu'on l'appelle, par exemple, une méthode setup, je sais pas. Enfin, il y a des moyens de rendre ce code-là un peu plus testable, mais il y a une façon propre de le faire avec ce qu'on appelle l'inversion de dépendance. Alors en quoi ça consiste? On va avoir des dépendances ici, on va déclarer les dépendances de notre use case, de notre commande et elle va en avoir 2. La première, c'est la base de données, donc pour vérifier si une adresse email est utilisée ou non et pour insérer un compte à l'intérieur. Et le générateur de UUID. Donc du coup, ce sont les 2 dépendances de notre classe ici, hein. C'est le v-for qui est là et le file system database. Et en fait, on va avoir d'une part des classes qui seront utiles pour nos tests et d'autre part les vraies classes que l'on va utiliser en production. Exactement comme on l'a vu pour le nombre magique, hein. Si je reviens ici pour le refactored de 2 qui est là, c'est exactement le même procédé. On va avoir ici on va déclarer ici nos dépendances, le printer, le random number generator et le iPrompt.
En production, on va avoir les vraies dépendances et dans les tests, on va avoir des dépendances que l'on va utiliser pour nos tests. Ici, le in-memory printer, fixed number generator, single attempt prompt, qui implémentent nos interfaces. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion de dépendance. Donc du coup, ici, dependency inversion, on va déclarer ces interfaces-là et on va mettre notre classe ici. Donc du coup, on a créé une classe séparée pour la création de compte qu'on va appeler create account command. Et cette classe-là va dépendre d'interfaces et non pas de concrétion. Elle va dépendre d'une interface pour la base de données et d'une interface pour la génération de UUID. Et elle va les appeler avec leur méthode publique. Et dans notre test ici, on va avoir une base de données qui est en mémoire, comme je l'ai dit. Donc du coup, qui va tout simplement sauvegarder des comptes ici dans une propriété de la classe. Et on va avoir un fixed UUID generator qui va retourner toujours le même UUID. Ce qui fait que maintenant, on peut tester notre classe. On va créer un compte. Ici, on devrait avoir un succès. Donc du coup, on va créer notre base de données qui est vide et notre UUID generator. Dans ce contexte-là, lorsque l'on exécute notre commande avec cette email adresse et ce mot de passe, on devrait bien avoir en sortie, voilà, un type success et un compte avec l'ID du coup du UUID generator, l'email address et le mot de passe qui ont été passés ici en paramètre. Donc là, on a le premier test, c'est le direct output, on va tester la sortie, mais on veut tester également que l'information a bien été enregistrée en base de données. Donc du coup, on réeffectue exactement le même test, hein. Ça, c'est identique à ce qu'il y a ici. On pourrait le refactoriser pour faire en sorte que ce soit pour utiliser du code commun pour réduire le code que l'on écrit dans les tests, pour voir moins de duplication. Mais là, en l'occurrence, c'est pas trop le sujet. Et ici, donc du coup, si ici on a vérifié le résultat, là on ne vérifie pas le résultat, on vérifie simplement que dans notre base de données, on a bien ce compte-là qui a été ajouté. Et on va tester différents cas. Là, on va tester lorsque l'on passe de la donnée qui est incorrecte, en l'occurrence ici, lorsqu'on passe un mot de passe qui a pas assez d'informations, on va s'assurer qu'on a bien une erreur qui est renvoyée. Et là, on va tester lorsque l'on passe une adresse email qui est déjà utilisée. Donc du coup, notre base de données ici, on va la créer avec une entrée, donc avec l'adresse John Doe qui est déjà utilisée. Et là, on va appeler la commande avec cette même adresse email déjà utilisée. On va vérifier qu'on a bien une erreur ici. Et là, on a fait le test de direct output. On va faire le test de indirect output. On va vérifier que la base de données n'a pas eu une insertion supplémentaire. Qu'on a bien toujours un seul compte et qu'on n'a pas créé ce deuxième compte malgré l'erreur que l'on vient d'avoir. Et c'est comme ça que l'on peut rendre notre code de production, notre code d'application, on va dire, que l'on développe au quotidien, testable. Ici, notre index.ts, il va créer les vraies dépendances. Donc, du coup, le file system va implémenter iDatabase. Et ici, notre v4 UUID Generator va utiliser le vrai v4 qu'on avait avant et il va implémenter cette interface-là. Ce qui fait qu'ici, lorsque l'on va créer notre commande, on va lui passer les vraies dépendances et on va l'appeler. Et tout ce code qui est là n'a pas tellement d'intérêt à être testé. Sinon, en intégration, en tout cas de façon unitaire, n'a pas trop d'intérêt à être testé. Le code qui est là, bon, c'est pareil, hein. Là, vraiment, tester une ligne, ça a vraiment aucun intérêt. Et le code qui est ici, donc du coup, ça, c'est à tester uniquement en intégration. Il n'y a pas tellement de logique métier, c'est pas tellement testable de toute façon en dehors d'une intégration. Donc du coup, ça se teste entièrement en intégration. Et c'est comme ça que l'on peut prendre un programme qui à la base, est le genre de code que vous avez certainement déjà écrit, hein. C'est vraiment commun, c'est vraiment trivial comme morceau de code ça. Moins le return ici qui ne sert à rien. Comment transformer donc du coup ce code-là, qui est un code que l'on peut voir au quotidien, en un code comme celui-là, qui est testable et qui est testé d'ailleurs, à la fois unitairement et en intégration de façon propre. Et vraiment tout ça là, ce qu'on vient de voir ici sur notre, vrai cas d'utilisation, donc du coup sur une application, qui serait véritablement déployable pardon en production. Tout ce qu'on vient de voir là, je le démontre beaucoup plus en profondeur dans ma formation sur la clean architecture, dont je vous mettrai le lien dans les descriptions de la vidéo. Pour terminer cette partie sur comment tester son code, on a pu voir ensemble qu'il y a le white code, donc du coup qui contient beaucoup de collaborateurs mais qui est peu complexe. Il y a le deep code qui est l'inverse, qui a peu de collaborateurs et qui est très complexe. Et il y a le code spaghetti qui a beaucoup de collaborateurs et qui est très complexe, donc du coup qui a le pire des deux. Et donc du coup, pour tester ce code spaghetti-là, il faut appliquer ce qu'on appelle le Humble Object Pattern, comme on a pu le voir assez brièvement. Donc l'idée, c'est de séparer la partie métier, la partie testable, la partie intéressante, de la partie manipulation. Comme on a pu le voir par exemple avec l'exemple de Fastify, on a extrait la partie métier avec la création de comptes.
de toute la logique de création de la base de données, création du générateur de UUID, manipulation, request, response, et cetera. Donc toute cette logique qui est secondaire. Donc du coup, pour le deep code, on va écrire des tests unitaires et pour le white code, on va avoir des tests unitaires et des tests d'intégration pour tester les différentes parties de ce white code-là. Donc, lorsqu'on a du code purement de logique, on va le faire en test unitaire et on va remplacer, comme on a pu le voir, les dépendances volatiles par des dépendances qui sont plus simples à tester et on va coupler ça avec des tests d'intégration pour tester ces dépendances volatiles. Le code trivial n'a pas besoin d'être testé, donc le code déclaratif ou plus ou moins le code qui est resté dans nos 2 exemples, n'ont pas tellement d'intérêt à être testés et c'est pas grave de ne pas avoir un code coverage à 100. C'est un objectif que l'on peut viser, mais ce n'est pas grave de ne pas l'atteindre. Sauf pour le code métier, qui doit lui être testé impérativement à 100. On doit pouvoir garantir à 100 que notre application fonctionne dans sa logique métier, dans sa logique complexe. D'autant plus que c'est du code qui est entièrement testable unitairement. Il n'y a pas de raison de s'en priver si ça nous offre une protection justement contre les régressions. Donc du coup, le 100% de code coverage n'est pas nécessaire pour l'ensemble de l'application, sauf pour la logique métier, qui, elle, devrait être testée à 100%.